Bonjour à toutes et à tous, c'est Héloïse et je vais vous présenter une petite vidéo sur les JSON Web Tokens. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est exactement et comment les mettre en place dans du code. Pour commencer, je vais vous présenter une explication imagée en faisant comme si notre site internet était un restaurant pour essayer de mieux comprendre de façon simplifiée comment ça fonctionne. Dans un premier temps, on va voir comment se passerait une requête API publique ou la commande d'un muffin ordinaire à la myrtille. Nous avons donc notre client qui va commander un muffin à la myrtille. Le service va prendre sa commande. Il va ensuite transmettre cette commande à la cuisine, ce qui correspond à notre API de site web. Ici, Maïté, bien sûr, en cuisine évidemment, va préparer la commande. Pour ça, elle va avoir besoin des ingrédients qu'elle va aller chercher dans la base de données, le garde-manger. Une fois que la commande est prête, le service va la renvoyer au client et la servir. Maintenant qu'on a posé un peu les bases de cette métaphore avec un restaurant, on va voir comment ça pourrait fonctionner pour l'authentification avec les JSON Web Tokens. Pour cela, on va représenter les JSON Web Tokens par des tokens pain d'épices personnalisés. Imaginons que notre client commande cette fois-ci un muffin à la cerise multicolore. Le service va lui répondre que ce type de muffin est réservé aux clients enregistrés et authentifiés dans le restaurant. Client fidèle. Le client va donc vouloir s'inscrire et donner ses informations pour pouvoir être enregistré en client régulier. Le service va noter cette demande d'inscription et la transmettre en cuisine. Maïté va cuisiner un token pain d'épices pour cette personne, personnalisé. Pour cela, elle va utiliser un ingrédient secret qui va lui permettre de reconnaître que le pain d'épices a bien été fabriqué par elle et elle seule, et son ingrédient secret, c'est évidemment le beurre salé fait maison. Une fois qu'elle a fabriqué sa fournée de tokens pain d'épices personnalisés, elle va en stocker un dans le garde-manger et elle va en envoyer un via le service au client qui va donc recevoir son petit pain d'épices personnalisé. Maintenant, si notre utilisateur refait sa requête, donc demandant une authentification qui correspond à une requête API authentifiée, c'est-à-dire la demande du cake cerise multicolore. Donc notre client fait cette demande, le service lui répond que ce muffin est réservé aux clients fidèles enregistrés dans le restaurant. Le client, cette fois-ci, peut donner son pain d'épices personnalisé, lui dire « Regardez, je suis inscrit, j'ai mon pain d'épices personnalisé ». Le serveur va donc prendre la commande et le pain d'épices et retourner en cuisine avec ces informations. Maïté, dans un premier temps, va goûter ce pain d'épices pour être sûre que c'est bien elle qui l'a fabriqué et elle seule, et reconnaître que son ingrédient secret, le beurre salé, est bien à l'intérieur. Si elle ne reconnaît pas son ingrédient secret, son beurre salé fait maison, eh bien on sait qu'elle a affaire à un pirate qui essaye de goûter les meilleurs muffins du restaurant sans être un client fidèle enregistré. C'est pas possible ça. Ça ne passe pas avec Maïté, évidemment. Vous êtes reconnu et vous n'aurez pas le muffin cerise multicolore. Dommage. Cependant, si le pain d'épices est bien validé par Maïté et a bien été fabriqué par ses soins, eh bien, on a tout de même une deuxième vérification. Et oui, puisque rappelez-vous, on a stocké un pain d'épices de cette même fournée dans notre garde-manger. Donc Maïté va vérifier que la fraîcheur est bien la même. Pour cela, elle va donc aller dans le garde-manger et vérifier la fraîcheur des pains d'épices pour voir si elle est identique. Si les pains d'épices ne sont pas de la même fournée et que le pain d'épices donné par l'utilisateur est un vieux pain d'épices périmé, eh bien, on a affaire à un pirate qui a ramassé le vieux pain d'épices d'un client jeté à la poubelle. Eh bien, ça, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Si, par contre, le pain d'épices correspond bien à la fournée qui a été stockée dans le garde-manger par Maïté,
eh bien, tout est au vert, on peut cuisiner le muffin à la cerise multicolore. Ce muffin est ensuite envoyé au client qui peut le déguster et tout simplement se régaler. Voilà un peu pour l'image du restaurant, mais passons un petit peu plus en détail maintenant dans les points techniques et notamment qu'est-ce que concrètement un JSON Web Token? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pain d'épices? Alors, au milieu, vous avez donc ce qu'est un JSON Web Token concrètement. Donc c'est une string, un bout de texte, qui est séparé en 3 parties par des points. Dans un premier temps, on va avoir le header ou en-tête, qui va correspondre à l'algorithme utilisé et le type de token. Donc ici, un JSON Web Token, et pour le pain d'épices, ça peut par exemple correspondre à cuisson au four, par exemple. Comment est-ce qu'il a été fabriqué? Dans un second temps, on va avoir le contenu, le payload, qui correspond à la partie du milieu, qui va pouvoir stocker toutes les informations qu'on a envie de transmettre via ce JSON Web Token. Donc ici, par exemple, c'est une personne en pain d'épices et sa date d'expiration qui est le 13/12/2025. Pour notre utilisateur, ça peut être aussi son ID d'utilisateur, son mail ou d'autres informations qu'on a envie d'afficher sur le site, par exemple. Et pour finir, la dernière partie du JSON Web Token correspond à la signature de vérification. C'est ce qui correspond à notre ingrédient secret que seul notre API peut reconnaître et qui a permis l'encodage de notre JSON Web Token. Maintenant qu'on a vu en détail ce qu'était un JSON Web Token, on va voir aussi son explication concrète dans notre site, ou comment coder Maïté dans votre API. On va revoir dans un premier temps notre requête API publique, donc qui ne demande pas d'authentification, avec cet exemple schématique. Donc comment commander notre muffin ordinaire à la myrtille. On a donc notre front-end qui va appeler l'API via une requête. L'API va préparer la réponse en faisant des échanges de données avec notre base de données, va ensuite retourner la réponse au front-end qui va l'afficher pour l'utilisateur. On reste sur les mêmes principes. Maintenant, comment se passe l'authentification avec les JSON Web Token? Notre front-end va envoyer une demande de login à notre API. L'API, si les informations de login sont correctes ou d'inscription, va générer des tokens pour cet utilisateur. Donc 2 JSON Web Tokens. Le premier va être un access token et va avoir une expiration rapide, plutôt de l'échelle des minutes, donc très courte. Et un refresh token qui lui va avoir une expiration plus de l'échelle des jours, voire des semaines. Une fois ces tokens générés, on va stocker le refresh token dans notre base de données et on va répondre à notre front-end en lui envoyant les 2 tokens générés. Le front va alors stocker ces tokens de façon sécurisée. Notre utilisateur veut maintenant faire une requête API authentifiée, ou c'est-à-dire commander un cupcake cerise multicolore. Pour faire une requête authentifiée, le front va envoyer dans sa requête en header l'access token. L'API va procéder à la vérification du token. C'est-à-dire, pour l'équivalent avec Maïté, goûter le token et vérifier que ça a bien été fabriqué avec l'ingrédient secret ou la clé d'encodage de notre API. Si notre vérification est effectuée, eh bien l'API peut envoyer la réponse à l'utilisateur et le front l'afficher. Tout ça c'est très bien, mais nos access tokens, on a vu qu'ils avaient une expiration de l'échelle des minutes. Alors, on ne va pas demander à nos utilisateurs de se relogin toutes les minutes. Donc pour ça, on va plutôt faire une rotation des tokens et cette fois-ci, on va utiliser notre refresh token pour régénérer un nouvel access token qui va pouvoir durer quelques minutes. Et ça, c'est ce qui va correspondre à notre contrôle des fournées dans notre exemple du restaurant, pour contrôler la fraîcheur. Alors, comment ça va se passer notre rotation des tokens concrètement?
dans notre front, donc on a toujours nos deux tokens, Access Token et Refresh Token, qui sont stockés. On a vu que notre Access Token est expiré. Donc on va en redemander un nouveau, en envoyant cette fois-ci une requête de rotation de token avec notre Refresh Token. L'API va procéder à la vérification du token en allant récupérer le Refresh Token de cet utilisateur qui avait été stocké dans la base de données. Si les Refresh Tokens sont bien les mêmes, donc ont été fabriqués au même moment, on a la génération de nouveaux tokens, l'Access Token 2 et le Refresh Token 2. On va de nouveau stocker ce nouveau Refresh Token dans la base de données et envoyer ces deux nouveaux tokens au front, qui aura donc l'Access Token 2 et le Refresh Token 2. Même si le Refresh Token n'était pas expiré, cette rotation va permettre une meilleure sécurité. Si notre utilisateur continue à faire des requêtes après la rotation de token, cela se passera de la même façon qu'avant. Il continuera à faire des requêtes en envoyant le nouvel Access Token généré, qui sera vérifié, puis la réponse envoyée. Pourquoi est-ce que lors de la rotation, on génère aussi un nouveau Refresh Token, alors que pourtant il est encore valable plusieurs jours, voire semaines? C'est important dans le cas où un pirate réussit à voler des tokens, donc Access Token ou Refresh Token. Comme l'Access Token reste valable très peu de temps, c'est difficile de l'utiliser en piratage, mais si le pirate réussit à voler un Refresh Token, il peut potentiellement régénérer de nouveaux Access Tokens autant qu'il le souhaite. Sauf que dans le cas où on a notre rotation de token, notre Refresh Token est changé dans la base de données autant de fois que les Access Tokens expirent. Donc finalement, ils ont aussi une courte durée de validité. Prenons l'exemple où notre pirate donc a volé les anciens Access Tokens et Refresh Tokens de l'utilisateur, donc Access Token 1 et Refresh Token 1, et il essaye d'appeler la route de rotation de token avec son Refresh Token 1. L'API va procéder à la vérification du token en comparant avec celui de la base de données, qui est, lui, le Refresh Token 2, qui ne va donc pas correspondre. Donc c'est là qu'on a donc affaire à un problème de piratage de données, et on va pouvoir déconnecter l'utilisateur. Donc le pirate comme l'utilisateur aura besoin de redonner son mot de passe et ses informations de login pour pouvoir avoir accès à ces informations sensibles. Évidemment, je ne suis pas allée dans les détails, mais il y a plusieurs points de sécurité qui sont importants dans l'utilisation des JSON Web Tokens. Comme on l'a vu, l'Access Token, même s'il a une durée très courte de validité, si jamais il est récupéré par un pirate, il peut quand même être utilisé pour récupérer des données sensibles via l'API. C'est pourquoi il est important, dans le cas où l'utilisateur se déconnecte, de désactiver l'autorisation de ces Access Tokens. Pour cette même raison, il est important de protéger les modifications d'informations sensibles de l'utilisateur par une reconnexion préalable avec une demande de mot de passe, ce qui empêche les pirates d'utiliser des Access Tokens piratés pour pouvoir modifier et voler le compte d'utilisateur. De plus, il est important de stocker de manière sécurisée les tokens au niveau du front-end, par exemple en les stockant dans des cookies HTTP only qui empêchent le vol de données. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les JSON Web Tokens. J'espère que si vous n'y comprenez rien, ça vous a un petit peu aidé à comprendre le fonctionnement et notamment pourquoi est-ce qu'on met en place une rotation des tokens et l'utilisation de Refresh Token pour mieux sécuriser l'utilisation des JWT. Si vous avez aimé ou sinon, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention, passez une très bonne journée et ciao ciao!